Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. On n'a pas tout à fait réussi à décrocher la Lune pour la Saint-Valentin, alors qu'une nouvelle mission devait décoller en direction de notre satellite pour tenter une nouvelle fois de poser un engin privé sur notre satellite. La mission a été reportée à la semaine prochaine. Dans l'actualité, on va aussi parler du retour de Marcus Wandt, l'astronaute européen de nationalité suédoise qui vient d'effectuer sa toute première mission privée dans l'ISS. Et puis cette découverte phénoménale, celle d'un océan souterrain sous la surface de Mima, la lune de Saturne. C'est une découverte française et nous aurons en ligne le responsable de cette étude. Et dans votre talk, on parle agriculture et c'est évidemment d'actualité. Précisément, comment le secteur spatial peut servir l'agriculture dans les nombreux challenges qui s'annoncent. Voilà pour le programme de l'émission. On démarre tout de suite, direction la Lune ou presque. Une nouvelle mission direction la Lune aurait dû décoller cette semaine en guise de cadeau peut-être pour la Saint-Valentin, pour les fans d'espace que vous êtes. Mais la société Intuitive Machines derrière ce lancement a annoncé son report dans la nuit de mardi à cause des conditions météo. Alors c'est SpaceX qui doit envoyer l'alunisseur Nova-C sur le pôle sud de notre satellite. L'alunisseur doit acheminer des instruments scientifiques de la NASA qui a passé un contrat de plus de 100 millions de dollars avec la société américaine. Alors si la mission réussit, ce sera finalement le tout premier objet privé à réussir à se poser sur la Lune, un mois après l'échec de la dernière tentative, celle de la société Astrobotic. Prochain essai donc prévu mardi 20 février. Splashdown réussi pour Marcus Wandt, l'astronaute européen de nationalité suédoise, participé à la toute première mission commerciale à bord de la Station spatiale internationale, prévue pour 2 semaines. La mission commerciale AX-3 vers l'ISS a duré finalement 21 jours en raison de la météo qui a retardé le retour. Les 4 membres de l'équipage auront mené 30 expériences différentes et plus de 50 activités de sensibilisation à bord de l'ISS. Alors le retour sur Terre, lui aussi, aura été un petit peu plus long que prévu. Si le désamarrage de l'ISS du module Dragon a démarré le mercredi 7 février, le splashdown, lui, n'a eu lieu que 2 jours plus tard seulement, alors que normalement ce voyage prend entre 2 et 3 heures. Alors les astronautes de la X-3 achèvent ainsi la première mission commerciale européenne d'astronautes à destination de l'ISS. Axiom Space prévoit déjà de lancer sa 4e mission, la mission Axiom 4, vers l'ISS au plus tôt en octobre 2024 depuis le centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. Et puis, dernière actualité, mais pas des moindres, des chercheurs français ont découvert un océan souterrain sur Mima, une lune de Saturne. Une étude publiée mercredi 7 février dans la revue Nature qui montre l'existence d'un océan souterrain sur cette lune de Saturne, petit satellite de 400 km de diamètre qui vit une vie discrète autour de la géante gazeuse. Alors, Valérie Lenné, l'astronome à l'Observatoire de Paris qui a dirigé cette étude, a bien voulu répondre à notre call actu aujourd'hui. Bonjour Valérie Lenné, bienvenue dans cette émission. Alors je crois que vous avez dit que s'il y avait bien un objet dans le système solaire auprès duquel on ne s'attendait pas vraiment à trouver de l'eau, c'était certainement Mima. Pourquoi ? Est-ce qu'on parle d'eau liquide d'abord ? Oui, bonjour madame. Alors effectivement, on a déjà trouvé 4 lunes qui avaient un océan sous leur couche de glace. Mais en règle générale, on s'y attendait un peu dans la mesure où la surface était relativement jeune et donc laissait présager qu'il y avait de l'eau liquide sur la surface. Donc ce qui est vraiment très étonnant sur cette 5e lune donc, que nous avons découverte à abriter un océan sous sa couche de glace, c'est qu'en fait cette lune ne ressemble absolument pas à un objet pour lequel on s'attendrait à avoir de l'eau liquide dessous, puisque sa surface est très ancienne, très cratérisée, et pendant très longtemps on a cru qu'on avait affaire à un objet très vieux, très froid, très rigide, et certainement pas avec de l'eau liquide sur la couche de glace. Donc ça a vraiment été une très très grande surprise. Alors de l'eau liquide, ça paraît être une découverte assez impressionnante dans le monde scientifique. Est-ce qu'on a déjà trouvé de l'eau liquide ailleurs dans notre système solaire ?
Oui, alors on a trouvé effectivement un peu ce genre de conditions-là, c'est-à-dire de l'eau liquide en grande quantité sous toute la surface de Lune. Donc c'est le cas par exemple de la Lune Europe, qui est un satellite de Jupiter, qui est évidemment beaucoup plus gros que Mimas. C'est le cas également de Ganymède, un autre satellite de Jupiter, et puis plus proche de Saturne, enfin deux autres lunes de Saturne. On a Titan, qui est la grosse lune du système de Saturne, et Encelade qui a des geysers à son pôle sud, et donc vous avez régulièrement de la vapeur d'eau qui a été mise par cet endroit. Donc ça, effectivement, on avait déjà ces 4 exemples-là. Mais comme je le disais, vraiment, Mimas a une surface tout autre et pour laquelle vraiment on ne s'attendait pas à trouver de l'eau liquide. Donc ce qui est surprenant, c'est pas tellement de trouver une 5e lune qui aurait une quantité d'eau significative sous sa surface, mais c'est vraiment de trouver de l'eau à un endroit où on n'imaginait absolument pas trouver de l'eau liquide. Si je comprends bien, ça peut rebattre les cartes sur votre façon d'aller chercher des traces d'eau ailleurs dans le système solaire. C'est ça l'idée, hein, c'est peut-être de se baser sur de nouveaux critères. Oui, tout à fait. En fait, il me paraît maintenant très difficile de pouvoir éliminer la probabilité d'avoir de l'eau liquide sur la surface du système solaire, simplement en regardant sa surface, puisque Mimas est le contre-exemple parfait. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'autres cibles désormais qui pourraient avoir de l'eau liquide. Alors il y en avait certaines déjà qu'on avait en tête, comme Callisto, un autre satellite de Jupiter, ou alors également Dionée, une autre lune de Saturne, ou encore Triton, qui est un satellite de Neptune. Mais au-delà de cette liste, on voit que finalement elle pourrait être beaucoup plus conséquente, puisque finalement, il y a d'autres lunes, effectivement, qui pourraient avoir encore un océan aujourd'hui, et auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc là, de ce point de vue-là, Mimas change complètement la donne, et on s'aperçoit que de l'eau liquide, il peut y avoir en grande quantité, et peut-être à de nombreux endroits pour lesquels on imaginait que ce soit impossible, il y a encore quelques semaines. Alors, il n'est pas question pour l'instant d'aller analyser des échantillons de cette eau, mais est-ce que vous allez pousser peut-être davantage l'exploration autour de cette lune ? Oui, alors effectivement, on pourrait attendre les futures missions spatiales. Enfin, comme je le dis, c'est toujours un peu long les missions spatiales. Donc en attendant, on est impatient, on a envie de savoir un peu plus. Et une des choses qu'on aimerait savoir, c'est de préciser l'âge de cet océan. On sait qu'il est nécessairement jeune, donc moins de 25 millions d'années, ce qui n'est pas grand-chose quand on regarde l'âge du système solaire, 4,6 milliards d'années. Et on aimerait préciser un peu. Donc est-ce qu'on est plutôt aux alentours de 5 millions d'années ou 25 millions d'années ? En sachant que si on peut préciser ces choses-là, on peut avoir une meilleure idée de l'intérieur de Mimas, de connaître des caractéristiques sur son noyau de roche, puisqu'en fait Mimas, donc c'est une couche de glace qui surplombe un océan d'eau liquide, comme on l'a démontré, qui recouvre encore un noyau rocheux. Et mieux comprendre donc la structure de ce noyau rocheux, avoir une meilleure idée également des températures qui caractérisent vraiment l'interface entre l'océan et le noyau rocheux, ça c'est vraiment quelque chose qui est l'enjeu dans les années à venir. Alors, je suis obligée de vous poser la question. En général, quand on cherche de l'eau liquide, on cherche aussi des conditions peut-être favorables chimiquement à l'éclosion d'une forme de vie biologique. Ici, il n'en est pas question. Alors, je ne dirais pas qu'il n'en est pas question. On a vraiment de l'eau liquide qui est en contact avec de la roche, et cette eau liquide est à la température, donc au niveau du plancher océanique de Mimas, de plusieurs dizaines de degrés Celsius. Donc en fait, on est plutôt dans des conditions qui sont favorables telles qu'on le conçoit aujourd'hui au développement de la vie. Il n'est pas exclu non plus que le Mimas ne soit pas une lune qui date de la formation du système solaire, mais que ce soit au contraire une lune de 2e voire de 3e génération, c'est-à-dire que ce soit une lune qui soit formée à partir de débris de collision d'autres lunes qui n'existent plus aujourd'hui autour de Saturne, pour lesquelles on pourrait imaginer que ces lunes qui ont aujourd'hui disparu avaient développé une chimie déjà assez complexe. Donc en fait, je resterai très ouvert sur ces questions-là. Il est possible qu'on ait une chimie déjà assez complexe au niveau du plancher océanique de Mimas. Et ça, on pourrait le savoir comment? Seulement en y allant et en récupérant des échantillons, ou on a les moyens depuis la Terre d'analyser ces questions-là? Alors, ce qu'on peut déjà faire, en tout cas, c'est faire la comparaison avec Encelade, donc qui est une autre lune de Saturne. C'est une lune en fait qui a à peu près la même composition, la même taille à peu près, et la même distance à Saturne que Mimas. Donc c'est vraiment on va dire la grande sœur. Alors je dis la grande sœur parce que elle, en revanche, elle a des geysers à ses surfaces, donc il y a vraiment effectivement l'eau qui est présente, et on a un resurfaçage, donc c'est-à-dire que la lune a très peu de cratères. Encelade est vraiment à une surface relativement jeune.
Et donc là, en revanche, eh bien, on a moyen effectivement d'essayer d'analyser la composition chimique de cet océan, et on peut peut-être faire le parallèle avec Mimas et son océan, pour lequel effectivement, pour l'instant, on ne peut pas dire grand-chose. Donc c'est une piste certainement en attendant la future mission spatiale. Merci beaucoup Valérie Lenné d'avoir pris le temps de répondre à notre Call Actu pour nous éclairer sur cette actualité scientifique évidemment passionnante. On enchaîne quant à nous, c'était la fin de l'actualité, on enchaîne avec le talk sur Bismart. On parle agriculture aujourd'hui dans Smart Space, ou précisément comment le secteur spatial peut se mettre au service de l'agriculture, alors même que ce secteur traverse une crise. On va parler technologie ensemble sur ce plateau, évidemment. Alors pour en parler, j'ai à ma droite Grégoire Berry, directeur Business Développement chez Serco. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Peut-être que vous pouvez nous donner en quelques mots l'activité principale de Serco. Serco est une société internationale qui travaille pour les gouvernements et qui travaille depuis une 60aine d'années dans le spatial, en commençant au Royaume-Uni et puis maintenant on travaille aux États-Unis, en Europe, où on a des activités d'expertise dans le domaine scientifique, spatial pour l'ESA. Nous opérons des satellites aussi pour le compte de Metsat et de l'ESA. Et enfin, nous traitons de la donnée spatiale que nous mettons à disposition des utilisateurs, experts ou non. Sujet qu'on va pouvoir développer ensemble précisément, celui sur la donnée spatiale. Alors en face de vous, on a Frédéric Adragna. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Merci. Vous êtes responsable du programme Connect by CNES. Vous aussi, je vous laisse présenter Connect by CNES en quelques mots. Merci. Donc, comme vous le savez, le spatial est rentré dans une nouvelle ère qu'on appelle le New Space, avec notamment des nouveaux entrants dans le spatial. Et donc, le CNES, l'Agence spatiale française, a décidé d'accompagner ces nouveaux entrants. Et c'est l'objet justement de ce programme Connect by CNES. C'est un accompagnement à 360 degrés pour accompagner ces nouveaux entrants dans le spatial, en offrant l'expertise du CNES. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que l'agriculture, c'est un nouvel entrant dans le secteur spatial ? Non, en fait, le spatial et l'agriculture, c'est une histoire d'amour depuis le départ. En fait, Landsat, c'est un programme américain, un des tout premiers programmes civils qui a été lancé dans les années 70. Et déjà, l'objectif, c'était de cartographier notamment le territoire américain pour la géologie et l'agriculture. D'accord. Le territoire américain était très grand et il fallait avoir des statistiques sur le nombre d'hectares, de maïs, de blé, etc. Connaître aussi la géologie des sols. Et puis, accessoirement, voir un petit peu ce qui se passait aussi en URSS. Donc voilà ce programme civil Landsat, qui était Landsat 1 à l'époque, maintenant on est au Landsat 9, donc il existe toujours. C'était ça le début vraiment de l'histoire spatiale civile, et donc ça a commencé directement avec l'agriculture. Et alors à ce moment-là déjà, peut-être les gouvernements avaient un intérêt à développer cette, alors j'allais dire surveillance, mais peut-être observation, notamment de l'agriculture. Oui, tous les programmes étaient publics. Il y avait peu d'initiatives privées à l'époque. Oui. Alors, de quelle application on parle précisément ? Alors, on comprend à l'époque, il s'agissait peut-être de compter, de dénombrer. Ici, en France, de quoi il s'agirait ? Alors, dans la foulée de Landsat aux États-Unis, la France a été assez pionnière aussi. On a lancé le programme SPOT dès les années 80, avec SPOT 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 1,50 m de résolution. Donc pareil pour l'agriculture, pour la cartographie, pour la géologie. Donc c'est un enjeu un petit peu, on va dire, étatique, souverain, de surveiller son territoire et puis un petit peu au-delà. Mais tout de suite, l'agriculture et puis beaucoup d'autres applications étaient déjà dans le scope. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement, surveiller ce territoire ? Quel est l'objectif final ? L'objectif premier, c'est la classification. C'était vraiment de savoir quelle quantité, quelle surface était consacrée au maïs, au blé, à la vigne, etc. C'est vraiment ça l'objectif principal. Aujourd'hui, ça a bien évolué. On va en parler évidemment, mais on en est à l'ère de l'agriculture de précision. Donc, on voit à l'intérieur d'une parcelle les différences qu'il y a, et justement, les engins agricoles sont capables de mettre des intrants, donc de l'engrais, en fonction de la position du tracteur dans le champ. Et donc ça, c'est aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment pour faire une classification. Aujourd'hui, on est assez précis. Le spatial est suffisamment précis pour donner des informations donc aux agriculteurs pour adapter l'apport d'engrais, même d'arrosage, d'irrigation, en fonction de la position du tracteur dans le champ. Donc le premier moteur de cette collaboration entre le spatial et l'agriculture, ce sont les gouvernements. Est-ce qu'il y a des gouvernements plus enclins à aller rechercher ce partenariat que d'autres ? Bonne question. Après les épreuves SPOT, c'est l'Union européenne qui s'est mis en charge avec l'ESA de lancer un grand programme de surveillance qui s'appelle Copernicus, et qui a commencé à permettre d'avoir des informations beaucoup plus précises qu'auparavant.
dans différentes longueurs d'onde, le radar, l'optique et le multispectral. Et cette information maintenant est à disposition de chacun. Elle est gratuite pour l'ensemble des utilisateurs, ce qui fait que à partir de là, en parallèle du New Space, où ça a facilité l'émergence du New Space, puisque les données spatiales étaient gratuites, et les startups, les grands groupes ont pu développer des applications pour l'agriculture ou pour d'autres domaines. Donc, à travers ce programme, ça a été vraiment un accélérateur dans le développement des utilisations dans le domaine de l'agriculture. Et la conjonction du GPS et de cette imagerie a permis cette agriculture de précision d'émerger avec la modernisation des technologies embarquées dans les tracteurs. Oui, c'est important de souligner aussi le GPS, parce que jusqu'à maintenant, on parle d'imagerie spatiale, ce qui est un apport majeur pour l'agriculture, mais un autre apport majeur pour l'agriculture, c'est la géolocalisation. Donc le GPS américain et maintenant le Galileo européen, qui sont absolument majeurs, parce que du coup, c'est grâce à ça que le tracteur sait exactement où il est. D'ailleurs, maintenant, c'est aussi ça qui guide les tracteurs au centimètre près. Hein. Donc, c'est le GNSS, comme on dit. Et vous posiez la question des gouvernements, enfin des puissances publiques qui s'intéressent à l'agriculture. L'Europe, avec la PAC, apporte donc une subvention aux agriculteurs en fonction de la surface, etc. Donc il y a toute une déclaration qui est faite, et qui est surveillée, contrôlée par satellite. C'est un outil d'appui pour la réglementation. Absolument. Enfin, je pense que... Oui, Serco est en charge de fournir pour l'agence de services de paiement française l'analyse de ces parcelles pour vérifier que les déclarations des agriculteurs sont conformes à la réalité sur le terrain. Et bientôt, donc avant, il fallait des contrôles sur place pour voir la réalité de ces déclarations. Et bientôt, tout se fera de façon automatique. Donc, ça allègera le travail de l'administration, ça allègera les contraintes des agriculteurs et ce sera beaucoup plus rapide et efficace. C'est vrai que c'est une des revendications, l'administratif et le temps alloué à l'administratif pour les agriculteurs. On les a entendus dans la rue tout récemment. Donc, l'idée, c'est aussi de mettre en place des solutions technologiques pour faciliter, en tout cas sur cet aspect-là. Sur quel autre aspect, tiens, d'ailleurs, on peut accompagner grâce à cette surveillance, grâce à cette géolocalisation si précise, le quotidien des agriculteurs? Est-ce qu'on a d'autres exemples encore? L'agriculture, comme tous les autres domaines économiques, fait face au changement climatique. Et donc les agriculteurs ont vraiment à cœur de réduire leur impact, que ce soit la consommation d'eau, mais aussi l'apport d'intrants, de pesticides, etc. Et donc le spatial, par l'observation régulière et intraparcellaire de la vigueur des plantes, la croissance, la biomasse, etc., permet de moduler et de mettre au plus juste, disons, les intrants nécessaires pour les plantes, y compris l'irrigation. Et donc, ça permet d'économiser aussi donc, la ressource en eau et de diminuer l'impact sur la pollution des terres, etc. Donc, c'est absolument majeur. Est-ce qu'ils ont les softwares, les accès pour bénéficier de cette technologie? Je suis donc moi-même du spatial et souvent, je fais des conférences où j'interviens devant des tables rondes. Et une fois, j'ai parlé devant des agriculteurs en leur disant, oui, bientôt, grâce au GPS et tout ça, et au satellite, vous allez pouvoir faire ça. Et le gars me dit, mais monsieur Adragna, je l'ai déjà sur mon téléphone, ça marche au quotidien, ça fait déjà 5 ans que je l'utilise. Non, oui, ils sont très, je sais pas, techno-push ou technophile, enfin, ils sont très, très branchés, Oui, on parle de quelque chose qui existe déjà, en fait, c'est important de le dire. La technologie spatiale est déjà donc au cœur du quotidien. Absolument, ça va encore beaucoup se développer, on va en parler, mais oui. Alors, tout à fait. Alors, on peut en parler, parce que le sujet, c'est aussi l'innovation technologique permise par le secteur spatial. Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est cette robotique qui s'est développée dans l'agriculture. Et donc, on comprend que, grâce notamment à la géolocalisation, on va avoir ces stations sol et cette connectivité avec nos satellites qui va permettre une meilleure utilisation de la technologie sur place, plus de robotisation aussi. Oui, tout à fait possible. Aujourd'hui, les logiciels traitent buse par buse l'épandage pour éviter de dépendre sur une zone qui n'est pas fertile, trop argileuse par exemple, et sur laquelle il est inutile de mettre de l'engrais, ou éviter de passer 2 fois au même endroit. Et ça, grâce à la position GPS ou Galileo, on arrive à précisément localiser le tracteur et couper les buses au moment où il repasse. Donc il y a toute cette évolution qui est en cours et déjà bien là, comme vous le soulignez. Et maintenant, l'étape d'après, ça va être d'anticiper en fait l'impact des décisions qu'on prend à travers des modélisations pour essayer de développer
une meilleure connaissance de l'impact des décisions qu'on prend. Et alors là, on arrive à un sujet passionnant, c'est ce projet qui s'appelle Destiny, donc Destination Earth, et qui est une initiative qui aurait pour but de créer un jumeau numérique de la Terre, c'est bien ça? Absolument. Oui. En 2030, l'objectif que la Commission européenne a donné, c'est d'avoir un jumeau numérique complet de la Terre en 2030. Et c'est passionnant. Oui. Voilà. Mais alors comment on va faire ça? Quelles données on va regrouper dans ce jumeau numérique? Parce qu'on a le choix, on va peut-être pas tout placer là-dedans. Et on va agréger énormément de données. Ça va être le rôle de Metsat qui va organiser ce qu'on appelle un lac de données, c'est-à-dire des données présentées de façon non structurée dans lesquelles les utilisateurs vont pouvoir les piocher en fonction de l'utilisation ou de ce qu'ils recherchent comme type de données. Et ces données seront connectées à d'autres lacs de données également. Oui. L'idée, c'est d'avoir vraiment dans cet environnement, dans cette plateforme, accès à un maximum de données à travers un identifiant unique. L'autre aspect de cette plateforme, sont les modèles qui seront apportés par le Centre de prévision météorologique à moyen terme européen, ici MWF, qui a déjà des capacités de calcul extrêmement puissantes. Oui. Et qui les mettra à disposition de cette plateforme. Et cette plateforme sera gérée par Serco pour le compte de l'ESA dans l'ensemble des services qui seront mis à disposition de visualisation de la donnée, de collaboration et de mise en place de ce qu'on appelle des sandbox, des bacs à sable, où les différents interlocuteurs ou acteurs, des startups, des universités, des agences spatiales, pourront travailler ensemble sur un sujet, tester soit leur modèle de données avec des modèles de prévision, soit leur modèle de prévision en utilisant des données. Et ça va générer... On aura accès à des modèles de prévision directement grâce à cette plateforme. C'est une plateforme, enfin. Absolument. C'est comme ça, hein. C'est une énorme plateforme. Et les deux premiers jumeaux numériques seront autour de l'impact climatique, des changements climatiques et l'adaptation qu'il faut anticiper face au changement climatique. C'est là qu'on voit aussi le rôle des technologies comme les superordinateurs. Vous avez mentionné l'Institut météorologique. C'est ces technologies-là qui vont permettre d'amasser aussi ce genre de données et de faire de la projection demain. Alors on parle de jumeaux numériques de la Terre, mais est-ce qu'on a besoin de numériser toute la Terre ? En fait, si on veut commencer à travailler sur des modèles de prévision, on va être obligé d'avoir des éléments pour nourrir ces modèles. Et donc, ce travail de numérisation de la Terre, qui commence par la Terre, ensuite l'océan, ensuite l'atmosphère, va petit à petit construire un jumeau numérique qui va être testé avec les données historiques qu'on a, pour être sûr que les modèles sont bien ajustés. Et on pense, quand on va commencer à travailler avec ce jumeau numérique, qu'on générera 1 pétabyte de données par jour. Alors, je ne sais pas si vous imaginez. Alors, c'est difficile. C'est difficile. Ce que ça représente. Je crois que ce sont des millions de milliards d'octets. Quand l'ensemble des données Copernicus, aujourd'hui, s'établissait autour de 65 pétabytes de données. D'accord. Quand il était à disposition de à peu près des 750 000 utilisateurs du projet des données Copernicus, répartis dans le monde. Donc 1 pétabyte de données, c'est absolument gigantesque. Et donc, ça pose des défis techniques gigantesques. Bien sûr. La question de la gestion de ces données va être très importante et pas toujours en accord avec l'écologie. Donc, il va falloir trouver des solutions. Si on mesure l'écologie en générant des données qui vont pas améliorer la situation, c'est un problème. Donc, j'imagine que c'est un challenge très important. C'est un challenge important et c'est pour ça qu'on travaille avec OVH Cloud, qui a une façon assez particulière de refroidir ces data centers avec de l'eau et qui consomme très peu d'énergie et donc qui est plus écologique que certains gros data centers de l'autre côté de l'Atlantique. Et alors, si je comprends bien, et c'est là peut-être que vous avez aussi ce rôle à jouer chez Connect Brightness, l'objectif d'améliorer les prévisions météorologiques pour notamment l'agriculture, ça va permettre de nouvelles opportunités aussi pour les entreprises et les startups qui s'intéressent à ce secteur-là, notamment grâce à des plateformes comme celle-ci. Oui, un des effets, on a parlé du programme Copernicus, qui est vraiment le programme d'observation de la Terre le plus ambitieux au monde, que je connaisse. Un des intérêts, c'était justement de développer en aval de Copernicus beaucoup de services, parce que les données sont gratuites, sont pérennes, sont ouvertes à tous, et donc ça a généré beaucoup de services opérationnels, donc d'entreprises qui font d'ailleurs des services pour l'agriculture. Donc ça, c'était la première chose. Et effectivement, donc ces modèles qui se nourrissent de toutes ces données, là, les modèles
de simulation de la Terre, de l'atmosphère et de la mer peuvent être combinés, donc, par exemple, aux données agriculture, parce que tous les tracteurs maintenant vont être connectés, donc vont ramasser de la donnée sur l'ensemencement, sur les rendements, sur les sols. Qui seront des Tout sources ça aussi de va données. être collecté, va être combiné donc, avec ces modèles de Destiny et autres. Et donc là, ça permet d'optimiser, disons, l'agriculture et donc de mettre moins de ressources, justement. La question de l'eau est très importante, la question de l'utilisation de l'eau. Apporter de l'eau au bon moment, au bon endroit, c'est quand même beaucoup mieux que d'arroser sans trop savoir si c'est utile ou pas. Et il y a déjà des restrictions de toute façon, donc en fait l'idée c'est aussi de pouvoir... Le spatial permettra aussi de gérer les réserves en eau. On a lancé il n'y a pas longtemps le satellite SWOT qui permet de voir donc, bien sûr le niveau d'eau en mer, mais aussi sur les bassins intérieurs, donc ça permet aussi de gérer la ressource et donc d'adapter en fonction des ressources qu'on a ou pas. Donc tout ça, effectivement, le spatial apporte beaucoup de données qui, croisées aux données qu'on peut collecter par ailleurs, permet d'optimiser nos impacts. Et alors encore une fois, la question c'est comment on va délivrer cette information à nos agriculteurs. Et ce que je vais chercher derrière cette question, c'est plutôt, on va avoir une commercialisation de ces données, inévitablement. Est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement ou d'autres gouvernements travaillent déjà à une façon de donner accès à ces données de manière accessible? Toutes ces données sont gratuites et ouvertes. Et c'est justement... Oui, mais elles sont lisibles. Alors, pas par n'importe qui, pas par nous, mais par des entreprises spécialisées, des startups. Il y en a plein qui savent lire ça, qui savent transformer ces données en services très opérationnels pour les utilisateurs, les agriculteurs, les coopératives, etc. Donc, effectivement, vous avez raison, entre ces données gratuites accumulées, ces modèles, et l'utilisateur final, il faut des acteurs intermédiaires, commerciaux, privés, mais voilà, ça c'est... Effectivement, il y a un secteur économique qui se développe énormément. Oui, un des objectifs de ce programme Destination E, c'est aussi de casser les silos. C'est-à-dire, la difficulté aujourd'hui dans la donnée spatiale, c'est que jusqu'à la mise à disposition de la donnée, ça se passe relativement bien, c'est bien maîtrisé. L'ESA a fait un excellent travail là. Mais en fait, la plupart du temps, les gens ne savent pas que la donnée est disponible pour rendre un service. Donc, à travers la création de cet écosystème au sein de la plateforme Destination E, l'idée, c'est vraiment de casser et donner accès aux startups, aux uns aux autres, accès à des données qui ne leur paraissent pas forcément pertinentes aujourd'hui dans leur métier, en agriculture par exemple, et qui, en travaillant avec des startups, vont comprendre l'intérêt qu'elles pourraient avoir à intégrer ces données dans une solution qui leur serait utile. Donc c'est vraiment en travaillant en collaboration qu'on arrivera aussi à générer encore plus de valeur à partir de la donnée spatiale. Oui, bien sûr. Vous travaillez directement avec les ministères, le ministère de l'Agriculture par exemple ? Pas directement, un petit peu en France, mais pas encore directement dans d'autres pays. Il faudrait peut-être solliciter aussi notre gouvernement à s'intéresser à ce genre de technologie. Alors il y a un biais, il y a un moyen, c'est notamment la taxe carbone ou les crédits carbone. Et justement, le spatial est capable de mesurer la création de carbone, donc la biomasse en fait que les agriculteurs peuvent enfouir dans le sol. Et donc, si on arrive à la mesurer, on peut donc attribuer des crédits carbone. Et donc ça, on le fait en coopération avec le ministère de l'Agriculture. La question de la démocratisation de ces technologies est importante. C'est le rôle que joue Connect Blackness également. Informer les agriculteurs, les acteurs, les futurs acteurs de ce que pourra donner demain ce secteur. Les prendre par la main, leur montrer que c'est possible, les aider même à trouver des acteurs pour répondre à leurs besoins, etc. C'est exactement ce qu'on fait. Bon, merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir développer ce sujet passionnant. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, on comprend l'utilité davantage aujourd'hui du secteur spatial qui joue déjà un rôle depuis très longtemps, les années 80, si je comprends bien, sur l'agriculture française, mais aussi bien d'autres secteurs. Grégoire Berry, je rappelle que vous êtes directeur business développement chez Serco et vous, Frédéric Alenia, responsable du programme Connect by CNES. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart, à la production Lily Zelkin. Bon week-end.